On vous laisse vous installer tranquillement pour les derniers qui arrivent. Je vous suggère, comme vous avez déjà commencé à vous occuper du QR code pour le petit caout, et pendant que vous vous inscrivez, on vous présente rapidement le contexte. Aujourd'hui, on va vous parler d'un outil qui s'appelle l'API GreenScore, qui est une petite grille de calcul, on vous explique tout ça tout au long de la séance, qui permet de mesurer globalement la qualité ou pas de l'API d'un point de vue environnemental. Je m'appelle Jean-Rémy Revy, je suis le responsable des architectes chez Ypon, et aujourd'hui je présente ça avec... Et moi c'est Jean-Michel Kant, donc architecte solution, pareil chez Ypon Technologies. Je te laisse peut-être présenter les slides, je crois que tout le monde l'a à peu près, le caout. On en reviendra juste 2 secondes dessus avant. Et donc, le temps que tu charges, 2 points importants. Vous connaissez certainement la règle des 2 pieds. Si ce qu'on vous raconte aujourd'hui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à vous lever et à partir. On ne sera pas fâché. Vous aurez certainement mieux à faire autre part. Il n'y a pas de débat. Et deuxième petit point, parce qu'on est des gars plutôt sympas malgré tout, on vous a prévu un récap et tout ce qu'on vous partage là sera disponible sur SlideShare. Pour être précis, ça l'est déjà. Vous renseignez le petit formulaire en saisissant le QR code, remplissez le formulaire après le petit QR code qu'on vous donnera au début et à la fin, et vous aurez tout le contenu. Donc prenez des notes si vous voulez, mais uniquement sur ce qui est essentiel pour vous. On vous présente rapidement le sujet. Qui on est, ça on a commencé. On est par ailleurs sponsor de l'événement au titre d'Ypon. On est 16 grandes places si jamais vous nous cherchez. Et on travaille sur tout un tas de domaines, le cloud, le dev, la data, l'architecture, le mobile, le produit. Un petit peu comme j'imagine tous nos concurrents ici présents. Aujourd'hui, on va vous parler de API GreenScore. Et histoire qu'il n'y ait pas d'amalgame inapproprié, ce qu'on va vous présenter, c'est essentiellement le travail d'un collectif qui s'appelle API Thinking, celui qui organise la conférence France API qui doit avoir lieu dans une semaine. Et ce collectif, il s'est posé la question de comment on peut faire en sorte que les API qu'on utilise, qu'on développe ou qu'on consomme soient le plus éco-responsables possible. Et à cette fin, ils ont créé une grille qu'on va vous présenter en sachant que sur la... Je veux bien que tu reviennes en avant. Voilà, pardon. On va vous présenter aussi, nous, la manière dont on l'utilise et comment on le traduit dans nos outils au quotidien. Donc, on vous redira à la fin comment vous pouvez contribuer dans ce collectif, en particulier pour des entreprises qui auraient ce type de velléité. Ils sont très ouverts à la contribution. Et nous, on vous présente comment on utilise ces outils dans notre quotidien. Et donc, plutôt que de parler longtemps d'un sujet compliqué mais intéressant, commençons par un petit caout. On vous laisse vous connecter pour les derniers. Ah oui, Ok, on ne vous laisse plus vous connecter alors. Pardon. Eh bien, tant pis pour vous. Avant que je clique, peut-être une petite récompense à venir chercher au stand après. Donc, gardez bien votre résultat devant nous et levez la main à la fin qu'on identifie qui était le gagnant ou la gagnante. Allez, c'est parti. Tu peux cliquer normalement. Allez, facile pour commencer. API, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera la seule question facile. Il faut rappeler aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude de caout qu'il y a des notions de rapidité dans les réponses pour les égalités. Ça marche plus. Ok, si, c'est le résultat facile. Application Programming Interface. Ça, c'est facile. Pour la suite, comptez bien sur nous pour les pièges. Je préfère prévenir. Qui est François? Ah bah oui, bien sûr François. Un peu plus technique, mais normalement à la portée des développeurs et des développeuses. Oh là 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 là, ça répond à une vitesse. Ouais. Et vous êtes une petite centaine quand même. Oui, évidemment, le code nominal de retour, c'est le code 200. J'imagine qu'il y a des misclics ou des non-développeurs.
Petit classement, François, la chute, François, la chute. Et Arnaud? Où est Arnaud? Je vois pas. Ok. Petite question suivante, je passe. Ces parties-là étaient simples, les autres le seront un petit peu moins. Et attention, compte double et les réponses sont multiples. Un verbe HTTP peut être idempotent. Lesquels le sont? Il y a du piège. Je ne sais pas pour vous, mais j'entends les « Ah, putain, ah. » Ok, le seul qui ne l'est pas, c'est post en fait. Le seul verbe pour lequel, quand on émet une requête, on n'est pas certain d'avoir le même résultat, c'est le post. Tous les autres devraient renvoyer un résultat similaire à chaque appel. C'est le principe de ce qu'il y a derrière REST. Oh là 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 là, le classement est complètement changé. Bon, un point de vue un peu plus numérique responsable maintenant. Est-ce que vous savez ce qu'est une ACVN? Apparemment, vous savez. Oui, c'est une analyse du cycle de vie numérique. En fait, c'est le principe qui permet de... Attendez, le résultat. Ok, je sais que le résultat compte plus que le reste. Ok. L'analyse du cycle de vie numérique, c'est prendre en compte le cycle de vie complet d'un produit numérique. Ça va de la création des matières, enfin, l'extraction des matières premières qui ont permis de le concevoir, la consommation au quotidien, jusqu'à sa destruction. Et donc, quand on travaille sur l'ensemble de ce cycle de vie, on est capable de mesurer l'impact environnemental. C'est ce que font des organismes comme Green IT, The Shift Project, qui viennent proposer des démarches complètes pour s'assurer qu'ils ont bien tout pris en compte. Et là, c'était une image de l'ADEME. Pareil, point compte double. Quels sont les 4 indicateurs environnementaux qui sont utilisés quand on fait une analyse du cycle de vie numérique chez Green IT? Et il y a des pièges. Vous pouvez tricher et copier, il n'y a pas de souci. Vous pouvez discuter entre vous, sauf les 2 premiers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les indicateurs qui sont utilisés, c'est l'attention sur l'eau douce, parce qu'effectivement, il y a une grosse consommation d'eau, aussi bien la création que pour le refroidissement des data centers. Le bilan énergétique global compte, le réchauffement global également, l'épuisement des ressources qu'on dit abiotiques, les matières premières, les terres rares, etc., qui sont, elles, en quantité limitée sur Terre, sont les 4 éléments qui sont pris en compte sur tout le cycle de vie. Sur les autres, notamment la consommation électrique, elle est finalement constitutrice du bilan énergétique, et sur la radioactivité artificielle, on n'est pas particulièrement concerné, hormis en partie pour la génération d'électricité dans les pays plutôt nucléarisés, mais c'est anecdotique comparativement au reste. Qui est d'où l'Agile IT? Ok. Pareil, point compte double. À votre avis, vous allez devoir les classer. Quelles sont les sources qui contribuent le plus aux gaz à effet de serre par catégorie? Alors, ça peut surprendre ou pas, quand on connaît un petit peu le sujet. Ce qui va consommer le plus, ce qui va être le plus générateur de gaz à effet de serre, in fine, ce sont nos équipements en tant qu'utilisateurs. Écrans, mobiles, terminaux, ce sont eux qui sont le plus contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Viennent en second rang les réseaux, de manière surprenante. On pourrait imaginer que ce sont les data centers, mais ils sont finalement une toute petite partie de cette contribution.
Ok, pardon. Ah, désolé pour le score. Est-ce que je peux revenir? Vous n'aurez pas le score tout de suite, tant pis. Tous ces petits tableaux, vous les retrouverez dans le support qu'on vous communiquera ou que vous pourrez avoir après. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 phases importantes dans ce fameux bilan, cette analyse de cycle du numérique. La production du logiciel, la production du matériel et son utilisation. Sur la partie utilisateur, donc vous voulez les terminaux, etc., c'est relativement similaire en termes de contribution. Par contre, ce qui va le plus consommer dans la partie utilisation, celle finalement pour laquelle vous et nous qui concevons des logiciels sommes souvent les plus à même de contribuer, c'est la partie réseau et pas tant que ça les centres informatiques. Évidemment, la puissance de calcul va influer, en particulier ces chiffres-là ne prennent pas en compte tous les sujets AI et ce qui va avec. Mais globalement, là, sur ce que nous, on peut traiter, sur ce qu'on peut agir, c'est la partie réseau, ce qui transite, et la partie serveur, ce qui est calculé. Dans cet ordre-là. Il y a un souci avec le... Pareil, petit élément à classer, point compte double. Dans le top 4 des content types, qu'est-ce qu'on traite en plus grand nombre? Sachant que derrière médias, c'est les médias statiques, évidemment. Derrière API, il y a aussi du streaming. Petite précision par rapport à ça, les médias, c'est bien les downloads, les images, ce genre de choses. On est d'accord. Oui, évidemment. Le premier contributeur, c'est les API. Bon, vous en doutez, c'était un petit peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais c'est ce qui va représenter la grosse partie du trafic. Ensuite, ce qui est page web, etc., le média au sens... les pages HTML, etc., et JavaScript. Et après, dans un second temps seulement, les médias, download statique et d'autres éléments. Ouais, d'où l'agile toujours en tête, ça sent bon là. Il y a un gros écart là. Voilà, ce que nous dit Cloudflare en 2021, c'est que la proportion d'API va de manière croissante et elle représente à minima 50% en quantité, enfin en proportion des content types. Okay, ce n'est pas représentatif du volume, mais ça tombe bien, c'est la question suivante. Et c'est la dernière question. À votre avis, en volume, quelle est la proportion de trafic des API? En pourcentage, bien sûr. J'espère que tu stresses, d'où l'agile dans ton siège. Là, c'est le moment de vérité. Là. C'est 83%. 83% du trafic du web passe en volume par des API. C'est vraiment le fond de ce qui transite aujourd'hui. Et il se pourrait que, eu égard à l'actualité du moment concernant certaines restrictions, ce volume est partiellement chuté. Je ne fais pas d'allusion particulière, mais ça pourrait jouer. Ok, j'espère que vous voyez où on veut en venir avec tout ça. Ce qu'on essaie de vous montrer par tout ça, c'est que ce qui a de l'impact, c'est ce qui transite sur le réseau, là où nous on développe, et un peu ce qu'on calcule, et que l'essentiel de ce qui transite, ce sont des API. Si on doit faire un effort pour être un peu plus éco-responsable, travaillons justement sur le sujet des API. Mais avant, le classement. Thierry Vivounet? Ok. Alors là, bon, par contre, je ne vous reconnaîtrai jamais d'aussi loin. Ouais, je crois que j'ai un nom en tête là pour. Ah, joli, d'où l'agile, joli. Bravo! Si vous avez encore assez de batterie, gardez vos caoutes et puis on viendra en parler après. On a quelques petits lots à vous faire gagner ou à vous faire donner au stand. Yes, on passe sur les slides. Voilà, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que vous pouvez, avec ce magnifique QR code spécialement fait pour vous, vous allez pouvoir télécharger tout le contenu de ce qu'on vous a présenté qui est disponible sur SlideShare. On vous le redonne à la fin si vous avez besoin, comme ça vous aurez le temps de le scanner, ne vous embêtez pas si vous ne l'avez pas eu maintenant.
Je sais que vous allez pleurer, faire pipi par terre, vous rouler dedans, mais ok, on vous le redonne après. Pardon. Il menaçait de faire pipi par terre. C'est bon pour tout le monde? Du coup, là, on va passer à la deuxième partie. Donc, comme a dit Jean-Rémy tout à l'heure, le collectif API Thinking et du coup, on va dire tout ce qui est autour de API Green Score, ils ont produit une espèce de tableau Excel qui permet assez rapidement, si on connaît bien à la fois l'architecture, l'infrastructure, l'architecture logicielle de l'application et du coup des API qui y sont associés, de pouvoir faire une estimation du green score. Donc cette grille, elle est ici. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est par un petit exemple qu'on a préparé sur une application qu'on a en interne chez Hippon, qui s'appelle Black Belt. On va essayer de vous montrer comment faire. Oui, oui, tout à fait, pardon. Donc cette petite application, l'architecture de Black Belt, tu voulais voir? Ok. Juste, vous l'aurez compris, avec ce petit score sur le côté, il s'approche assez d'un Nutri-Score, comme on peut le voir dans les grandes surfaces. C'est un indicateur, on vous explique comment, mais avant de vous expliquer comment, à minima quelques notions autour de l'architecture, 4 boîtes, ça devrait aller. Imaginons que ce produit, Black Belt, qui est vraiment notre outil de mentoring interne, on veuille le monétiser, ce qui est un vrai sujet chez nous. On se dit que si on doit le déployer demain à un certain nombre de consommateurs et qu'on veut être fidèle à nos principes éco-responsables, il faut qu'on s'assure que ce qui va transiter le soit aussi. Grosso modo, une petite application avec un front-end, un back-end. Notre SIRH peut venir se connecter sur le back-end via des API. OK, ça reste de l'interne. Et si on veut l'exposer à l'extérieur, on pourrait très bien aussi proposer à nos différents clients de venir s'y connecter, le front-end passant par la gateway et les autres systèmes d'information aussi. Bref, ça va transiter sur le réseau. Donc on peut passer à la petite démonstration et le petit calcul. Donc l'application, elle est ici. Et la petite grille, on va y arriver. Alors, je n'ai pas passé tous les différentes règles en détail, ça serait trop long. Donc, j'ai commencé à la remplir pour certains éléments et on va s'arrêter sur certains autres pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, le premier que je voulais vous expliquer, c'est la R03. S'assurer que l'API n'existe pas, qu'on n'a pas réinventé la roue 50 fois. Donc, ça, effectivement, on peut dire que c'est vrai. Et donc, on voit qu'on va commencer à marquer des scores. Vous voyez, sur la grille, il y a effectivement aussi une pointillarité par rapport aux différents attributs. Donc ensuite, est-ce qu'on a une architecture qui est scalable? Ça, il faut nous faire confiance, mais c'est vrai également. On est sur une application qui est dockerifiée dans des clusters Kubernetes, donc on peut scaler à volonté quasiment. On va passer, donc celui-là, format d'échange très important avec une pondération très importante. Donc là, on met vrai. Effectivement, on passe par du JSON et là, je peux vous le prouver assez facilement. Donc là, si je vais voir, donc je vais réactualiser peut-être. Bon, il faut que je me reconnecte 2 secondes. Désolé. L'objectif de le faire devant vous, c'est aussi de vous montrer que c'est assez facile de vous l'approprier. Les questions sont pour la plupart relativement simples pour les personnes qui auraient conçu l'application ou qui voudraient l'auditer. C'est un bon premier moyen de se faire une idée de quelle est la qualité de mon API. Eh bien, j'ai plus le login, je crois. Aïe, aïe, aïe. C'est normal. Est-ce que celui-là, je l'ai changé tout à l'heure et j'ai plus le bon. Vous allez être obligé de nous faire confiance sur parole. Je pense que vous allez être obligé de me faire confiance sur parole. Donc, je reviens sur ma petite grille. Hop. Hop. Donc, effectivement, on n'a bien que du format JSON. Donc, je mets à vrai. Ensuite, pour ceux d'après, je passe. On va aller à la règle DE03. On use effectivement de cache dans l'application. Mais pas pour pas pour tous les endpoints, pardon. Donc là, c'est des réponses empiriques, vrai, faux. Donc on va mettre faux.
Pareil pour le token usage, donc j'aurais pu vous le montrer via la console. On utilise bien des tokens plutôt que des certificats. Donc là, on met vrai. Le cache, il va pas on n'aligne pas le cache lorsqu'on va rafraîchir des données dans l'API, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de poids sur cette valeur-là, donc ça reste à faux. On va passer rapidement sur celle-là. Pareil, vous nous faites confiance sur le système business or CX API. Ben, c'est parce que derrière, l'application est faite avec un framework JIPster, donc ce n'est pas forcément adapté pour ce genre de solution. Mais ça marche bien quand même. Possibilité de filtrer les résultats. Alors là, pareil, j'aurais pu vous le montrer, mais il faut faire confiance. Donc on a effectivement des filtres sur les résultats, etc. Sur ce point-là en particulier, pardon. Imaginez que quand on va produire ces API, qu'on va les exposer, si on les expose à des consommateurs qui veulent récupérer l'ensemble des éléments, ils n'ont pas forcément besoin d'un point de vue affichage, comme c'est le cas pour nous, de lister l'intégralité. Ils n'ont pas forcément besoin de tout trier par eux-mêmes, simplement en envoyant le bon élément, ce qui est somme toute évident quand on fait du bon design d'API, on va limiter fortement le contenu du payload qui sera envoyé. Et c'est tout le propos d'avoir le bon filtering et la bonne pagination, ce qu'on renseigne juste après. Et là, ça a un impact important sur le payload en lui-même. Exactement. Je vais juste obligé de vous expliquer au début que en fait, la grille elle est composée de 4 thèmes: architecture, design, usage et log. Donc là, on a quasiment fini la partie design. On va du coup passer à la partie usage. Donc pareil, j'aurais pu vous le montrer qu'on utilise bien des query parameters dans les get. Donc là, je passe à vrai. Oups là. Hop. Bien évidemment, les API qui sont plus usés, qui sont plus utilisés, les endpoints qui servent à rien, on le garde. Enfin, c'est vrai, pardon. C'est vrai qu'on ne les garde pas. C'est vrai qu'on ne le garde pas. Pareil, on n'a qu'une seule version d'API, donc je passe rapidement. On est bon pour ça. On utilise alors use of pagination of result available. Pareil, c'est vrai sur, je dirais, les 90% des endpoints, mais il y a quelques endpoints qui sont encore pas bons. Donc on va mettre, pardon, faux. On laisse. Celui-là, je passe. C'est number consumer, je passe aussi. Et ce qui est intéressant peut-être de voir, c'est le dernier, la log de rétention. Ben, comme on est dans un environnement AWS, on peut passer à vrai. On a une rétention des logs qui est effective. Et donc là, ben à la fin, on a notre petit score qui apparaît, donc 3468. Si on regarde la légende, ben on est juste au-dessus de la moyenne en fait. Hein. C'est quand même bien, mais il y a quand même des choses à améliorer pour atteindre à minima un score d'excellence qui serait supérieur à 6000. Voilà pour la petite démo. Et comme vous pouvez le voir, ça ne nous a pas pris très longtemps. Effectivement, on connaît le sujet, on connaît l'application et on s'est déjà approprié les règles, mais ça ne prend pas plus de 10-15 minutes en étant en plus relativement sévère avec nous-mêmes. On détecte qu'il y a un truc qui ne va pas, par défaut on met faux. L'idée qui est derrière tout ça, c'est une dynamique d'amélioration continue, ça tombe sous le sens, et c'est bien comme ça que nous on l'utilise. Après, ça prend 10-15 minutes, ben, comme tu as dit, parce qu'on connaît l'application, qu'on connaît l'architecture et qu'on connaît les 150 endpoints qui la constituent. Du coup, ce qu'on a pensé côté Ipon, c'est ben, pour les architectes solutions, les tech leads, les développeurs qui sont justement sur des sujets de design d'API, voire de contrôle d'API, d'uniformisation, on s'est dit que ben, tout ce travail qui est quand même fastidieux, on pourrait ben, l'alléger, l'accélérer en proposant une petite application qui permettrait justement d'aller analyser les différents fichiers YAML, les contrats d'interface des API, pour en remonter certaines problématiques, certaines erreurs en fonction de différents thèmes. Si tu permets, Oui. à main levée,
qui connaît globalement la grammaire OpenAPI? Ok, une bonne grosse moitié, 3/4 de la salle. Regardez-les-moi l'air. Qui sait exactement comment on définit un query parameter versus un body parameter? Ok, ça baisse un petit peu. Est-ce que vous savez exactement la liste des types précis par objet dans chacun des éléments, dans chacun des cas? Est-ce que vous connaissez par cœur les différents types de sécurité applicables avec les bonnes en-têtes? Et pas moi non plus. Et donc tout ça pour dire que c'est pénible à écrire un contrat OpenAPI, mais c'est quand même la bonne manière de faire. Et plutôt que de se dire c'est pénible, on n'y arrivera pas, nous on a en tête de pouvoir analyser, même a posteriori, ce qui est de l'ordre du compliqué ou du simple, mais comme un assistant, et c'est bien l'objectif de ce petit outil. Exactement. Donc on a passé un peu tous les détails là, mais globalement on a développé une application en interne qui est encore en cours de construction pour pouvoir justement accélérer et aider toute une partie de développeurs, de population IT par rapport à toutes ces problématiques. L'idée, c'est, alors là actuellement on n'a que le stream du haut qui marche, c'est-à-dire via un IHM et un prompt interactif qui est globalement masqué à l'utilisateur. Notre objectif étant aussi de pouvoir déployer ça sur le stream du bas via des plugins dans les différents IDE, voire d'intégrer ça dans des chaînes d'intégration continue. C'est un peu l'objectif qu'on a. En termes d'architecture, c'est assez simple. Alors, ça ne sera pas forcément la cible. Là, c'était pour, on va dire, poker la solution et aller vite. Donc, une architecture assez simple. Le front-end, on a utilisé, comme on n'avait que des collègues, on va dire, spécialisés dans la data, et où le Python était leur langage de prédilection. Donc, on a pris un petit framework Streamlit qui permet de faire des front-ends assez rapidement, tout en Python, et qui s'intègre facilement dans des clusters Kubernetes. Donc ça, c'est notre architecture. Et puis, je pense que je vais vous passer à la petite démo. Alors, là, normalement, j'ai le bon truc. Hop. Donc là, vous voyez une interface assez simple. L'idée, c'est d'avoir donc un petit browser pour aller drag and drop, récupérer dans son petit PC les fichiers YAML contenant les différents endpoints. On a en option qui n'est pas encore dispo sur cette version, parce que bien souvent dans les entreprises et les grands groupes, il y a des guidelines, des normes d'entreprise concernant les API. Et justement, souvent, un rôle, enfin, une des missions d'architecte de ces entreprises, c'est de veiller à ce qu'il y ait une uniformité, une sécurité à tous les niveaux concernant ça. Donc on peut également injecter des guidelines si besoin, mais ce n'est pas encore d'actualité. Donc là, donc, vous voyez, on a extrait le petit interface, le contrat d'interface YAML de notre API Black Belt. Alors là, on a plusieurs thèmes. Malheureusement, pour l'instant, on n'a que l'uniformisation et le green score qui sont actifs. Et donc là, on lance le diagnostic. Ça va un petit peu mouliner. Et on va voir du coup le résultat de... Alors pour info, je vais peut-être vous monter pendant que ça mouline. Il est là. Donc vous voyez, le fichier YAML, il est quand même assez costaud. S'il faut se taper tout ça à la main pour vérifier, je doute qu'en 15 minutes, on me fasse ça, Jean-Guillaume. Jean-Rémy, pardon. Voilà, donc Je t'en prie, Jean-Pierre. De rien, Jean-Paul. Voilà, donc on a pas mal de lignes, vous voyez. Donc je reviens sur ma application. Hop, donc il a fini le rapport. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire littéralement que pour la règle numéro 1, qui est pas de verbe dans les URL, il y a une violation. Apparemment, pour le reste, c'est bon. Alors évidemment, on n'a pas implémenté toutes les règles que vous avez vues dans la grille d'API GreenScore, mais on en a deux qui sont implémentées, notamment une qui est importante, c'est la pagination par défaut. Et là, on voit qu'il nous dit multiples violations. Donc ça, c'est le résumé très rapide. Donc il nous explique un peu, donc je vais juste regarder la règle green, pagination par défaut, donc il nous montre les différentes problèmes qu'il a trouvés, les preuves, etc. Et ensuite, pour chaque problème, il va nous faire des suggestions
avec les bonnes URL qui vont bien. Donc si on va sur la règle GS1, ben, il va nous dire que voilà, il faut ajouter des paramètres de pagination pour avoir une approche cohérente, etc. Il nous montre un petit exemple, un deuxième, un troisième, et puis voilà, à la fin, donc, on a globalement toutes nos corrections qui sont prêtes. On peut copier-coller directement pour aller intégrer dans notre IDE qui va bien. Voilà, si on revient sur la grille, donc ça veut dire littéralement en fait qu'avec notre petite application, ben, vous voyez sur la droite en comment, ben, c'est les règles qu'on arrive déjà à tester avec notre application GenAPI. Alors, il y a certaines règles qu'on ne pourra pas forcément tester, même à la fin, parce que bon, voir si l'architecture elle est event-driven à partir d'un YAML, ça semble assez complexe. Mais pour le reste, on a bon espoir de au moins la partie verte qui peut être faite en analysant soit les entêtes, soit les réponses HTTP ou autre. Voilà pour la petite démo. Pour moi, c'est bon. Je reviens du coup sur le slide. Hop. De nouveaux petits moments de gloire pour tout l'agile, on a vu. Voilà, donc bon, la roadmap, c'est pas la peine, c'est pour nous. Et puis, ben, on arrive sur la dernière partie. Bon, en prenant un petit peu d'auteur par rapport à tout ce qu'on vous a dit, à minima, sur le sujet API Green Score, c'est relativement simple et relativement rapide. Même si, encore une fois, il faut s'approprier le vocabulaire. Ça vient assez vite pour essayer de déterminer, d'avoir un espèce de langage commun dans l'entreprise, de dire c'est OK, c'est pas OK. Et je peux vous dire que pour avoir audité un paquet d'API, on est très souvent plutôt dans du jaune ou pas, quand on a de la sécurité, quand on a ces éléments-là, et encore. Par contre, si c'est simple et rapide, c'est peut-être aussi que c'est pas complet ou pas complètement pertinent. Je prends un exemple parce que j'ai eu cette discussion avec différents collègues qui m'ont dit oui, mais là, tu te projettes du côté du producteur de l'API, mais le consommateur, il fait bien ce qu'il veut. S'il fait n'importe quoi, il consomme n'importe quoi. Oui, oui. Si on ne regarde pas la manière dont, en l'occurrence, le front-end ou un consommateur tiers vient consommer l'API, on peut avoir fait le meilleur design du monde, il se peut que ça ne suffise pas. Mais à minima, en prenant ces grilles-là, on sait qu'on offre la possibilité au consommateur de l'API de bien faire son job. Si vous lisez entre les lignes, cette partie-là, API Green Score, elle s'adresse surtout sur la couche applicative. On parle assez peu d'infrastructure, qui est quand même souvent, j'ai eu cette discussion avec une connaissance à développer tout à l'heure, qui dit oui, mais moi, mes développeurs, ils me disent de toute façon, ce qui compte, c'est l'infra, c'est ça qui coûte. Non, la réponse est clairement non. Notre impact d'un point de vue applicatif, il peut être plus important. Et plutôt que de traiter par la couche du bas en disant bah tiens, ça coûte cher ou alors ça consomme beaucoup, on est directement sur ce qui consomme vraiment. L'étape encore en amont, et puis Green Score offre quelques éléments, c'est de se dire est-ce que vraiment j'ai besoin de l'API, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir différentes versions, mais à minima, on agit directement sur ce qui coûte. Et un petit peu ce que vous pourriez en retenir, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'utilise. C'est un bon indicateur pour mettre tout le monde d'accord. Okay, ça reste factuel. Factuel comme on peut truquer n'importe quel résultat avec n'importe quelle modification de pertinence et de poids. Mais néanmoins, si vous utilisez la même grille avec les mêmes critères dans toute l'entreprise, vous êtes capable d'avoir une première approximation de votre patrimoine applicatif. Et à ce titre-là, c'est intéressant. Ce qui manque, c'est le collectif API Thinking qui le dit lui-même, hein, c'est que c'est difficile à automatiser. Nous, on a quelques éléments sur le design, mais vous aurez compris qu'aller regarder l'idempotence des verbes, le cache, tout ça, c'est pas encore très automatique et ça nécessite de l'aide. À ce titre-là, on vous redonne les liens. Si vous avez des initiatives similaires qui peuvent intéresser la communauté, le collectif API Thinking serait vraiment preneur d'aide sur comment l'automatiser. Dans les autres éléments qui, à titre personnel, moi, m'intéressent ou que j'aimerais pouvoir déployer plus, et ce sera probablement le cas avec ce petit outil qu'on vous a montré à la fin, prendre le catalogue d'API de l'entreprise, le référentiel d'architecture, Mega, OPEX, ARIS, tout ça, et de pouvoir s'intégrer dedans, ça faciliterait, comme ce qu'on fait souvent avec les scorecards ou avec la gestion de la dette technique, un indicateur avec un niveau d'obsolescence ou un niveau de pertinence environnementale. Ça, ce sera un bon moyen.
calculer automatiquement ou renseigner pour avoir une meilleure gestion de son impact sur l'ensemble de l'entreprise. Et ce que dit aussi le collectif API Thinking, c'est qu'ils ont fait quelques mesures, quelques tests avec ces paramétrages qu'on a pu vous montrer en pourcentage. Aujourd'hui, ça reste assez aléatoire. Est-ce que vraiment la réduction, la réduction du bilan au global, elle va passer par simplement un peu de pagination? Non, c'est pas que ça. Et est-ce que c'est 5, 2 ou 10%? Pas si facile que ça de le déterminer. Néanmoins, si vous prenez une analyse de cycle de vie complète, les chiffres ne sont pas complètement déconnants. Par contre, ça mériterait de mettre en commun des résultats. Et là, quand je dis des résultats, vos résultats, avec vos mesures, sur une méthode commune, pour se dire, oui, dans la plupart des cas, ça joue, ou dans d'autres, ça ne joue pas. Ça, aujourd'hui, ce collectif, il serait friand de ces retours d'expérience. On vous donne tous ces liens. Il va nous rester quelques minutes pour les questions. Le blog du collectif API Thinking, si vous le voulez. Je rappelle que vous aurez les documents après si vous n'arrivez pas à tout scanner. Les différentes publications du collectif. Encore une fois, je précise, IPON ne fait pas partie de ce collectif. On n'en fait pas partie, mais je trouve la démarche à titre personnel vertueuse. Et donc, il propose un ensemble d'éléments qui n'ont pas trait d'ailleurs qu'à l'aspect environnemental. Et si vous voulez compléter, c'est là que vous pouvez retrouver la grille aussi, la grille Excel. Tout à fait. La grille Excel qu'on vous a montrée, elle est là. Et toute explication de comment on l'utilise. Je vous montre ça après si vous avez des questions. Ce n'était pas forcément le plus pertinent parce qu'encore une fois, ce ne sont pas nos ressources. Mais si vous voulez les partager, le décortiquer, il y a tout un site et il y a tout un repo GitHub qui vous permet de zoomer dedans, voire d'y contribuer. Et si vous voulez devenir membre, si jamais vous êtes convaincu, n'hésitez pas, ils cherchent des membres, ça paraît évident. Je vous redonne le QR code si jamais vous n'aviez pas eu le temps de le choper jusque-là. Tous les éléments qu'on a dans ces slides et les captures, les chiffres présentés pendant le caout sont aussi affichés dedans, ainsi que les quelques éléments dont je vous parlais sur comment on explique comment ça fonctionne, les API Green Score. On en a fini, il nous reste 6-7 minutes de questions. On sait qu'on a des pénibles au premier rang qui ont déjà prévu d'asmater, mais n'hésitez pas si vous avez des questions.